Bonjour à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bien dans ta boîte. Aujourd'hui, je te retrouve avec un épisode dès la Play Importance parce que c'est un sujet qui revient très souvent chez les pros de l'accompagnement, chez les indés d'une manière générale, hein. C'est le truc de vouloir se former à tout. Ok. Donc si tu te retrouves dans cette thématique de t'être formé à beaucoup de choses ou d'avoir toujours envie de te former à beaucoup de choses ou que tu es actuellement en train de te former à plein de trucs et que du coup ça emmène, parce que si ça te convient ma foi pourquoi pas, mais que du coup ça emmène les problématiques de légitimité où la plupart du temps, les thématiques de légitimité, d'illégitimité emmènent à vouloir se former à tout. Si ça emmène les problématiques d'éparpillement, si ça emmène les problématiques de tout ça est un peu flou, c'est pas très clair, je suis un peu obligée de faire des jeux de claquettes sur mon site et sur ma bio Instagram pour que ça tienne à peu près dans un truc cohérent, cet épisode il est pour toi. J'ai évoqué la question d'illégitimité parce qu'on va aussi s'en toucher deux mots durant cet épisode parce que l'angle avec lequel je te propose qu'on aborde ces sujets-là va réunir à la fois le symptôme entre guillemets d'illégitimité et le symptôme entre guillemets de j'ai envie de me former à tout. Bon. Le problème, alors qu'on soit curieux et tout ça n'est pas un souci, bien entendu. Là où ça devient un problème, c'est l'éparpillement, c'est aussi le truc qui sert un peu de, comment dirais-je, de rester dans un truc de formation et du coup on se lance pas trop. Vous voyez, l'illégitimité va amener ce truc de, du coup je vais me former tout le temps parce qu'en fait, c'est un peu abyssal, en fait j'ai toujours besoin de me former davantage pour me sentir légitime. Sauf que au final, je ne me sens jamais suffisamment légitime pour me lancer, ou pour prendre la parole, ou pour, bref, selon l'objectif qu'elle tient. Et surtout vraiment, ce truc, c'est flou. C'est méga flou, c'est pas très clair pour toi. Comme je disais, t'es obligé de faire un peu des jeux de claquettes pour trouver un intitulé qui fait que ça tient à peu près ensemble. Et c'est pas clair pour tes prospects, clients, bénéficiaires, etc. Ok, parce que si déjà c'est pas clair pour toi, t'es sûr que c'est pas clair pour eux. Ça c'est sûr. C'est méga flou et donc du coup, les gens n'achètent pas. Toi t'es dans le flou. Même quand il faut se présenter auprès de tes confrères consoeurs, tu sais pas trop comment faire. Bref, tu te dis que c'est un manque d'outils. Spoiler, c'est pas le cas. Ça, je l'ai déjà répété 20 000 fois. Que c'est un manque d'outils, que c'est un manque de clarté, que c'est un manque de stratégie, que c'est le copywriting qui est pas bon, qu'il faut revoir son positionnement, etc. Et ça fait 25 fois que tu refais ton positionnement. Hein, on est d'accord? Ça fait 25 fois que tu refais ton positionnement. Bon, parce que le problème, c'est pas que tu manques d'un énième outil ou d'une énième formation. Spoiler alerte, si tu débutes dans l'accompagnement, oui, peut-être tu manques de formation, on est d'accord. Hein. Sinon, pour les autres qui ont déjà fait 45 milliards de formations, dont la moitié qui sont dans votre dossier de téléchargement, tout ça là. Le problème, c'est pas ça, c'est pas de rebosser pour la 25e fois votre positionnement. Encore une fois, je dis pas qu'il faut pas le faire. Mais en fait, au bout d'un moment, si ça fait 25 fois que vous vous formez pour résoudre votre problème de légitimité et que ça ne le résout pas, c'est que le problème n'est pas là. Si ça fait 25 fois que vous rebossez votre positionnement et que c'est toujours flou et que c'est toujours pas clair, à un moment donné, c'est pas le positionnement. Le problème, et que je veux dont on parle dans cet épisode, c'est que tu n'as pas de socle. Traduction, ça n'a pas de socle épistémologique. Donc aujourd'hui, on va se parler d'épistémologie et comprendre ce que c'est déjà et pourquoi ce manque d'épistémologie t'emmène à manquer de socle, donc manquer de cadre, donc avec se retrouver avec quelque chose qui est très flou, qui est un peu nébuleux, qui est très abscon, et donc du coup tu doutes, et donc du coup tu te sens pas légitime, et blablabla. Alors, qu'on se parle d'épistémologie, parce que là, t'es en train de te dire qu'est-ce qu'elle m'a encore inventé celle-là, c'est quoi ce mot de barbare. En gros, l'idée, c'est de se retrouver dans ce bourbier, parce que t'as empilé des outils, t'as empilé des formations, t'as empilé des prompts ChatGPT, je sais pas quoi, t'as empilé des outils, mais en fait, tu sais pas d'où tu parles. D'où D apostrophe O U accent. Qu'on se comprenne bien. En gros, l'idée, c'est que ta maison d'accompagnement. Donc, disons ton offre, ton activité de thérapeute, de coach, que sais-je, c'est une maison. Okay. Cette maison n'a pas de fondation. Alors, elle est peut-être très jolie, ta maison, jusqu'à ce qu'elle s'effondre. Et une maison sans fondation, il faut pas grand-chose pour que ça foute le camp, d'accord. J'avais un de mes profs de psycho qui disait c'est le papier peint qui tient les murs. Ça a l'air joli, ça a l'air normal. Au premier coup de vent, il y a tout qui fout le camp, ok. Traduction, tu as appris des outils, tu as appris la PNL, tu as appris la communication non violente, tu as appris l'analyse transactionnelle, tu as appris l'ikigai, tu as appris le 10, tu as refait ton positionnement 45 fois, tu as pris 3 formations coaching, blablabla, je sais pas quoi.
Peut-être même que tu as déjà un référentiel d'accompagnement, je sais pas moi, la psychanalyse, la systémique, les thérapies cognitivo-comportementales, gestalt, etc. Mais je mets au défi ici ceux qui m'écoutent, combien de fois on vous a posé la question de ce qu'était votre épistémologie? Combien de fois avez-vous, vous, demandé à vos formatrices quelle était leur épistémologie à partir de laquelle ils parlaient? Bon. Et pourtant, c'est ça. La fondation, c'est ça, le sol. Sinon, tu construis ta jolie maison, mais aussi jolie soit-elle, elle est construite sur du sable, en fait. Ça fait peut-être joli sur Instagram, mais à la première secousse, il y a tout qui fout le camp. Alors, l'épistémologie, pour qu'on arrive, qu'on soit d'accord sur ce dont on est en train de se parler, l'épistémologie, c'est la manière dont tu conçois la connaissance. Exemple. L'épistémologie, elle vient considérer, elle vient interroger qu'est-ce que tu considères comme vrai, par exemple. Comment est-ce que tu construis ton rapport au réel? Quelle vision du monde ça soutient ta manière d'accompagner les bénéficiaires qui viennent te voir? L'épistémologie, elle vient poser la question de tu accompagnes les gens à changer, c'est quoi changer? Comment tu sais que c'est ça changer? Comment tu sais que c'est ça être normal? Comment tu sais que c'est ça que de ce dont ton bénéficiaire a besoin? Voilà, c'est ça l'épistémologie en fait. Hein, c'est la manière dont on conçoit la connaissance, et sans cette base-là, et elle manque souvent, hein, ton référentiel, bah, c'est un catalogue Ikea de techniques d'accompagnement. Voilà. Donc toi, tu es en train d'essayer d'assembler ton meuble Ikea, mais tu sais pas dans quelle pièce tu veux le mettre, tu sais pas à quoi ça sert dans la maison en fait. Donc peut-être que tu arrives à bricoler avec ton manuel qu'il faut visser dans ce sens-là et mettre telle planche avec telle planche. C'est joli, ça tient debout, mais ça sert à rien. Voilà, en résumé, hein, c'est ça. Je prends des exemples, une petite partie d'exemples concrets, parce que ce soit un peu clair. Je vais prendre avec mon cas pour que tu puisses te projeter. Moi, je bosse en systémique. Je pense que chacun et chacune ici le sait, si tu connais le podcast depuis un moment, j'en parle tout le temps. Par contre, je ne suis pas neutre dans ma manière d'utiliser ce référentiel-là. Mon socle à moi est un socle de matérialisme dialectique. En tout cas, j'avance vers ce socle-là de plus en plus, parce qu'évidemment, une épistémologie, ça met du temps à se découvrir entièrement. S'il fut possible de la découvrir entièrement d'ailleurs, mais c'est un autre sujet. Donc, concrètement, ça produit quoi? Ça va produire que dans ma pratique, je ne vais pas voir les individus que j'accompagne dans le vide, flotter comme ça dans les airs, d'accord? Je vois les individus que j'accompagne comme des humains qui sont pris dans des rapports sociaux concrets. Donc, je te donne des exemples. Ça veut dire, dans ma pratique, je ne vais pas chercher à faire tomber des croyances limitantes, je cherche à mettre en lumière les conditions matérielles qui ont construit ces croyances. Quand une personne me dit je manque de confiance en moi, je ne vais pas me dire ah tiens c'est un blocage intérieur qui fait qu'elle n'a pas confiance en elle. Non, tout de suite je regarde quels sont les rapports de domination qui l'ont menée à se percevoir ainsi dans les différents systèmes dans lesquels elle a évolué, son système familial d'abord, et puis les systèmes sociaux bien sûr. Alors peut-être il y en a parmi vous qui se disent ouais ok d'accord, qu'est-ce que ça change? Ben en fait ça change tout, ça change ma posture, ça change les outils que je vais choisir et avec lesquels je vais travailler et donc proposer à mes bénéficiaires de travailler, ça change mes intentions, ça change ma lecture des situations qu'on m'emmène, ça change le genre d'accompagnement que je propose. Donc l'épistémologie c'est ta position sur ce qu'est le savoir, comment je sais ce que je sais, qu'est-ce qui est vrai entre guillemets, ok? C'est quoi comprendre quelqu'un dans un accompagnement, hein. On dit que nous on est pro de l'accompagnement, on est là pour comprendre les gens. Ça veut dire quoi comprendre quelqu'un? Comment est-ce que le changement il est censé advenir chez le bénéficiaire, okay? Et si là en m'écoutant tu te dis mais moi j'ai pas choisi d'épistémologie, eh ben c'est bien là le problème. C'est ce que j'essayais d'expliquer en introduction. C'est qu'en gros, vous avez beaucoup d'accompagnants et d'accompagnantes qui ont une posture implicite, une posture qui n'a pas été questionnée. Ça veut dire qu'ils et elles vont travailler avec leurs bénéficiaires sans savoir que leur pratique, elle est déjà philosophiquement située, mais comme ils n'en ont pas conscience, ça va foutre un peu le bazar. Je prends un exemple pour illustrer ça. Si tu accompagnes ton bénéficiaire en partant de l'idée que ton bénéficiaire, il a toujours le choix, que il est libre de donner un sens à sa vie, de donner un sens à son couple, de donner un sens à son travail, de donner un sens à son vécu, mais en général, d'accord? Que ton bénéficiaire, il est acteur de sa vie, eh bien tu es, peut-être sans le savoir, dans une épistémologie existentialiste de l'accompagnement. Si, à l'inverse, tu es plutôt, comme moi, tu vas plutôt
pas concevoir les choses comme ça. Tu ne vas pas croire, en tout cas c'est mon cas, je ne crois pas à une liberté absolue, abstraite. Je crois à des conditions concrètes, sociales, historiques, qui façonnent l'expérience de mon bénéficiaire. Et donc ça change concrètement, ne serait-ce que les questions qu'on va poser aux bénéficiaires. Parce que l'accompagnant plutôt existentialiste, il va dire à son bénéficiaire quel est le sens que tu donnes à ce que tu vis. Moi, c'est pas une question que je vais poser dans mes accompagnements. Je vais plutôt poser des questions du type, dans quel système ce que tu vis, ça a été produit? Qui y gagne dans ce système? C'est une question que je peux poser dans les systèmes sociaux, mais que je peux poser dans le système familial, par contre, hein. Par exemple. C'est en systémique, nous, il y a une question qu'on pose beaucoup, c'est qui? Qui dans le système gagne? Qui dans le système perd? Qui dans le système a intérêt à ce que ça se passe comme ça ou d'une autre manière? Donc ça, on va pas poser les mêmes questions et donc on va pas cheminer de la même manière. C'est pas la même posture, c'est pas le même accompagnement. C'est pas la même définition de l'accompagnement en fait, hein. Et évidemment, je pense qu'à un moment donné, il faut que vient un moment où l'accompagnant, l'accompagnante, il ou elle doit assumer ces points de rupture et les désaccords idéologiques que nous pouvons avoir. Ok. Et d'ailleurs, nota bene, c'est aussi ce qui va te différencier sur le marché, soit dit en passant, hein. Donc du coup, tu crois que tu doutes parce que t'as pas trouvé ta méthode, t'as pas l'énième outil à la mode, la dernière méthode, je sais pas quoi. Moi, je te dis, je pense que tu doutes parce que tu n'as pas de socle, en fait. Il n'y a pas d'épistémologie. En fait, tu cherches à te rassurer avec des outils. Ça, j'en ai déjà parlé 20 000 fois, notamment sur la thématique du sentiment de regagner en contrôle, de regagner en puissance quand on est pro de l'accompagnement avec les outils. Tu veux faire tenir ensemble des approches qui reposent sur des visions du monde qui sont contradictoires. Donc, à un moment donné, comme on se disait en introduction, tu te retrouves avec 4 bouts de ficelle et 2 trombones à essayer de faire une tambouille pour que ça tienne à peu près ensemble, mais tu veux faire tenir ensemble des approches qui ont des visions du monde qui sont contradictoires. Donc, en fait, à un moment donné, c'est flou. Voire pire, c'est très bancal et donc ça met tout le monde en insécurité. Mais au minimum, c'est flou, c'est pas clair, tu sais pas où tu es, tu sais pas d'où tu parles et du coup, les gens, ils comprennent pas ce que tu racontes. Tu crois que plus tu vas en savoir, plus tu vas être légitime. Moi, je pense que tu n'as pas besoin de plus. Par contre, tu as besoin de plus de profondeur dans ce que tu travailles déjà. Et qui peut-être t'amènera à changer de référentiel ou d'épistémologie. Parce que, ce qui a été mon cas aussi, et je pense pour tous les accompagnants et accompagnantes, ça nous arrive de travailler avec des référentiels, des postulats épistémologiques, et qu'on les creuse et qu'on se retrouve en désaccord. Et puis on en change. Mais c'est précisément parce qu'il a fallu creuser, il a fallu cette profondeur pour arriver au point de dire « Ah mais non, en fait ça ne me convient pas, mais je sais pourquoi ça me convient pas. Donc je vais aller voir cette épistémologie-là, etc. etc. » Sinon, encore une fois, comme on l'a dit tout à l'heure, ta pratique c'est une maison sur du sable, quoi. Donc ça bouge avec le vent, ça bouge avec les modes, ça bouge avec les algorithmes, ça bouge avec les bénéficiaires, ça bouge avec les coachs marketing à chaque fois qu'ils ont une nouvelle technique à te vendre ou je ne sais quoi. Tu ne peux pas stabiliser ta posture si tu ne sais pas d'où tu parles, ok? Et là encore, hein, sur un plan purement stratégie d'entreprise, si je peux dire ça comme ça, tu peux pas clarifier ton message sur tes pages de vente, sur ton site, sur ton Instagram, sur ton LinkedIn, que sais-je. Tu peux pas clarifier ton message si tu n'as pas clarifié ton épistémologie. Quand t'es pro de l'accompagnement, au bout d'un moment, il y a un truc qui fonctionne pas, ok? Donc ce que tu crois être de la posture, c'est souvent une suite d'outils qui sont empilés sans cohérence. Ce qu'il te faut, c'est plutôt une posture qui est pensée, qui est construite et qui du coup est située. Et qui du coup, en second temps, pourrait être aussi assumée. Parce que du coup, tu sais où t'habites. Si je reprends cette métaphore dans la maison, tu sais où t'habites, c'est solide, c'est construit, ça tient la route. Et donc, on peut aussi argumenter. Donc, une fois qu'on a cette épistémologie, on va se sentir plus solide, on va se sentir plus cohérent ou cohérente dans sa posture. On comprend pourquoi on choisit tel outil ou tel autre à tel moment de l'accompagnement. On peut assumer un point de vue aussi, et donc des désaccords idéologiques, des désaccords de pratique, des désaccords d'outils, etc. On va pas se sentir perdu ou illégitime face aux autres approches, parce que tu sais ce que tu fais, tu sais pourquoi tu le fais, pourquoi dans tous les sens. Dans le côté, c'est quoi le sens que j'y mets, etc. Et pourquoi en 2 mots. Pour quelle raison je le fais, hein. Et évidemment, on a un accompagnement qui permet de respecter quelque part véritablement le bénéficiaire parce que on lui propose quelque chose de clair. Et du coup, lui, il est aussi beaucoup plus en mesure de dire ça me convient ou ça me convient pas, plutôt que d'avoir une espèce de tambouille flou et pas clair dans lequel le bénéficiaire lui-même, c'est difficile pour lui de se positionner vis-à-vis de toi puisque toi-même, t'es déjà pas très clairement positionné. Vous voyez ce que je veux dire?
Alors, je reprends mes notes parce que je voulais te donner un autre exemple et il me le suis noté pour ne pas me perdre. Euh, voilà, pour avoir d'autres exemples concrets. Ok, donc je rappelle, quand il n'y a pas de cohérence épistémologique, il y a perte de repères internes. Et sans repères, ce n'est pas possible de poser une autorité, entre guillemets, tranquille dans sa posture. Donc, tu ne doutes pas en tant que pro de l'accompagnement parce que tu es fragile ou parce que tu es pas prêt, pas prête alors que tu as déjà fait 45 000 formations. Tu doutes parce que ton cadre d'analyse, il est bancal. Et encore une fois, c'est pas clair pour toi, c'est pas clair pour eux. Si tu sais pas où t'habites, ils vont pas le savoir à ta place. C'est normal. Donc, je prends d'autres exemples euh, de différences épistémologiques pour que tu vois concrètement ce que ça va changer. Comme je le disais tout à l'heure, que tu en aies conscience ou non, ta manière d'accompagner, elle est déjà située parce qu'elle repose déjà sur une définition de ce qu'est l'humain, de ce qui est un problème, de ce qui est un changement, etc. Par contre, il va y avoir des oppositions, bien entendu, selon les épistémologies. Prenons une question épistémologique. L'être humain est-il libre? Exemple de réponse numéro 1, oui, il peut à choisir à tout moment sa liberté, le sens qu'il donne, etc. Posture plutôt existentialiste. Alors, à l'inverse, notre accompagnant cobaye numéro 2 va répondre non, bien sûr que non, l'être humain n'est pas libre tout le temps puisqu'il est pris dans des déterminismes sociaux, dans des déterminismes inconscients. Vous voyez? Et là, vous aurez des visions structuralistes, vous avez des visions matérialistes, vous avez des visions psychanalytiques selon les déterminismes en question. Okay. Le changement, autre question épistémologique. Le changement, est-ce qu'il vient de l'intérieur ou est-ce qu'il vient de l'extérieur? Okay. Vous pouvez, notre accompagnant A, avoir une réponse du type l'intérieur, les croyances, le mindset, les intentions, etc. L'accompagnant numéro B, il va dire non, c'est l'extérieur d'abord, c'est les conditions de vie, c'est l'environnement, c'est les rapports sociaux. Troisième dernière question pour illustrer, ça veut dire quoi? Accompagner. Ben, notre accompagnant A, il peut répondre, ben, c'est aider l'autre à se révéler. L'accompagnant B, il peut dire, c'est agir sur les structures qui empêchent l'émancipation du bénéficiaire que j'ai en face de moi. Vous voyez, c'est pas des détails, hein. Quand je parle d'épistémologie, c'est pas des détails de masturbation intellectuelle, de on se casse la tête pour rien. Non, non, c'est très concret parce que ces questions-là, elles découlent sur les aspects vraiment matériels, concrets de votre accompagnement, sur le choix des outils, sur le choix même de l'accompagnement en tant que tel, la manière dont on va le structurer, etc. Ce qu'on va proposer aux bénéficiaires, les techniques de relance qu'on va utiliser, les questions qu'on va poser. C'est pas voilà, hein, des considérations comme ça, histoire de réfléchir parce qu'on a que ça à faire. Non, c'est pas des détails. Ces différences d'épistémologie, elles entraînent des visions du monde différentes. Et ces visions du monde différentes, elles produisent des postures d'accompagnement qui sont différentes. Votre épistémologie, elle ne permet pas toutes les visions du monde possibles. C'est mathématiquement impossible. Si votre épistémologie, elle est matérialiste dialectique, elle ne permet pas toutes les visions du monde. C'est pas possible. Et comme elle permet pas toutes les visions du monde, elle ne permet pas non plus toutes les valeurs, si je pourrais dire ça comme ça. Et donc elle ne permet pas tous les postulats philosophiques, et donc elle ne permet pas toutes les visions de l'accompagnement, et donc elle permet pas tous les outils, et donc elle permet pas toutes les relances, et donc elle permet pas tous les accompagnements possibles. Ok? Et si ces épistémologies, parce que vous les avez pas réfléchies, parce que c'est pas très clair, etc., elles cohabitent entre elles sans clarification, eh bien, comme on a dit tout au long de l'épisode, vous allez vous retrouver dans le doute constant, dans un truc qui est flou, vous n'arrivez pas à expliquer, etc., etc. Je prends un dernier exemple, et puis je pense qu'on aura quand même pas mal fait le tour dans cet épisode. Un exemple entre essentialisme et constructivisme, ok, puisque là j'ai donné des exemples pas mal entre déterminisme et existentialisme. Prenons un autre registre épistémologique. On va prendre une posture essentialiste d'un côté, un accompagnant cobaye. Notre accompagnant 1 qui est essentialiste et notre accompagnant 2 qui, lui, est dans une épistémologie constructiviste. Okay. Donc là, vous avez une opposition philosophique très très courante, épistémologique. Donc si par exemple vous avez tendance à travailler ou à aimer les sujets d'essence, c'est-à-dire le féminin sacré, la confiance en soi, le retour à l'essence de la personne, à l'essence de la vérité, vous voyez, ce genre de truc, c'est vous touchez, en tout cas peut-être sans le savoir, à une épistémologie essentialiste, d'accord? Si vous êtes plutôt sur des positions constructivistes, eh ben ça porte son nom, c'est clairement mon épistémologie, c'est vous partez du principe que les choses sont construites, ok? Construites par le social, construites par l'histoire, construites par les normes, etc. On va prendre quelques questions et voir les différences entre accompagnant A et accompagnant B. Première question, qu'est-ce qu'un être humain?
Votre accompagnant A, qui est essentialiste, il va parler de nature profonde. Il va parler d'une essence qu'il s'agit de retrouver. Votre accompagnant B, qui est plutôt constructiviste, il va parler du contexte qui construit l'être humain. Et après, selon l'épistémologie, il va vous parler d'histoire, il va vous parler de culture, il va vous parler de langage, il va vous parler de normes. C'est pas du tout la même chose. Deuxième question qu'on poserait, on a nos deux accompagnants face à nous et on leur demande quel est le but de l'accompagnement. C'est quoi le but d'un accompagnement, ok? Votre accompagnant A, l'essentialiste, il va répondre, le but d'un accompagnement, c'est que mon bénéficiaire, il puisse revenir à lui-même, revenir à ce qu'il est vraiment, revenir à son essence profonde, à sa vérité profonde, à sa vérité intérieure. Ouais, tout ce vocabulaire-là, ça part d'une posture plutôt essentialiste. Votre accompagnant B, lui, va dire, mais non, pas du tout. Le but de l'accompagnement, c'est de prendre conscience de ce qui nous a construit et de comment on est traversé par ce qui nous a construit, par les conditions sociales, par l'histoire, par les systèmes, etc. La troisième question qu'on va leur poser, c'est comment est-ce qu'ils voient le problème. Okay. Votre accompagnant A, essentialiste, il voit le problème comme une déconnexion de soi, comme un voile, entre guillemets, à lever, retrouver la vérité, retrouver son essence, retrouver sa vérité intérieure. Votre accompagnant B, qui est plutôt constructiviste, lui va vous dire, le problème, c'est une norme qui a été intériorisée. C'est un cadre qui est trop contraignant. C'est un récit dominant, qui met la personne dominée dans cette situation. Vous voyez. Allez, quatrième et avant-dernier point. Après, je pense qu'on aura quand même illustré pas mal de choses. Exemple d'intervention, votre accompagnant essentialiste, il pourrait plutôt poser une question du type qu'est-ce qui est vrai pour toi au fond de toi, qu'est-ce que ta nature profonde ferait, qu'est-ce que ta nature profonde dirait. Voilà, il poserait plutôt des questions comme ça. Un constructiviste, il va plutôt poser la question de quels sont les discours sociaux qui t'ont amené à croire que c'était vrai, ou quels sont les discours familiaux qui t'ont amené à croire que ça c'était vrai. Vous voyez, c'est pas du tout les mêmes questions, encore une fois. Et donc, évidemment, vous allez vous retrouver des deux côtés avec des risques. C'est-à-dire que la posture essentialiste, évidemment, le risque, c'est qu'on va naturaliser. Donc, on va avoir des phénomènes d'essentialisation et donc de naturalisation et donc possiblement de naturalisation aussi de stéréotypes. Hein. Les femmes sont cycliques, les femmes sont intuitives, les hommes sont ceci, les hommes sont cela. Ou sur un autre sujet, hein. Les jeunes sont ceci, les vieux sont cela, bon voilà. Et du côté constructiviste, évidemment, le risque que vous pouvez avoir, c'est de basculer dans un truc qui est très structuraliste, c'est-à-dire on ne voit plus que les structures et on passe à côté de l'individualité, d'accord? En revanche, si tu essayes de faire cohabiter, parce que là tu te dis, bah oui, bah en même temps, il y a peut-être un peu du vrai partout, je vais faire une tambouille avec les deux. Alors, si tu te retrouves à faire ta tambouille avec ces deux visions qui sont radicalement pas d'accord, sans distinguer ces deux approches, bah, c'est le flou théorique le plus total, hein, parce qu'en fait, à un moment donné, ce flou, il va produire du doute. Et du coup, il produit du doute chez toi, pas parce que tu es nul, pas parce que tu es mauvais accompagnant ou mauvaise accompagnante, il produit du doute parce que, je l'ai déjà dit, les fondations ne tiennent pas ensemble. Tu peux pas faire tenir ces deux visions du monde au même endroit. À un moment donné, ça n'a aucun sens. Ces deux visions du monde ne sont pas compatibles. Et encore une fois, bonjour pour ton bénéficiaire de s'y retrouver. Hein, parce que alors là, si tu passes la moitié de l'accompagnement à lui expliquer qu'en fait, ce qu'il vit, c'est à cause du système patriarcal, c'est à cause de sa famille, c'est à cause de l'école, c'est à cause des médias, et que 2 minutes après, tu lui dis en fait non, ça n'a rien à voir avec tout ça, c'est ta vérité intérieure. Non, enfin, à un moment donné, tu peux pas faire tenir les deux ensemble. Quand je dis, attention, hein, quand je dis tu peux pas faire tenir les deux ensemble, c'est tu peux pas être 100% constructiviste et 100% essentialiste. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc à un moment donné, il faut être au clair sur ces visions-là, parce que comme je disais, si tu veux faire cohabiter ces deux visions ou deux autres, hein, peu importe, sans les distinguer, c'est le flou théorique total. Hein. Donc du coup, tu vas switcher d'un outil à l'autre, parce qu'on sait pas où on habite, donc on switch d'un outil à l'autre, alors que quand ton épistémologie elle est claire et qu'elle est assumée, tu choisis l'outil parce que tu connais ta vision de l'accompagnement et tu dis cet outil il est cohérent avec ma vision de l'accompagnement. Tu dis qu'il y a un truc qui marche, mais tu sais pas pourquoi, alors que quand tu as une épistémologie claire, tu sais pourquoi ça marche, en tout cas, tu sais expliquer qu'il s'est passé ça, et donc il s'est passé ça, et donc il s'est passé ça, et donc il s'est passé ça, ok? Dans le premier cas, tu vas te sentir illégitime à chaque fois qu'on va te parler de ta méthode. Si ton épistémologie, elle est claire, tu l'as réfléchi, tu l'as pensé, tu sais l'argumenter, tu sais poser ton cadre tranquillement, et donc tu peux aussi discuter avec des confrères et consoeurs qui n'ont pas ton épistémologie, qui sont pas d'accord avec toi. Sans problème. Dans la première option, t'as pas ton socle épistémologique, bah tu vas accumuler, pour qu'on boucle la boucle de cet épisode, revenir à ce qu'on disait au début, tu vas accumuler des formations sans te sentir
beaucoup plus clair qu'avant, alors que dans le second cas, tu vas continuer à te former, puisque se former c'est très important, surtout quand on est pro de l'accompagnement. Par contre, tu fais des choix de formation qui sont beaucoup plus fins, entre guillemets, qui sont plus cohérents, ils sont plus incarnés, ils sont plus adaptés à toi, parce que tu sais pourquoi tu fais cette formation et pas une autre, ou ce qu'elle va t'apporter, voilà. Voir aussi, je pense à une élève de la promo 9, Frédéric si tu passes par là, qui avait fait la réflexion quand on a parlé de ça durant la formation à la posture, à très juste titre, qui disait justement ça peut aussi avoir une épistémologie claire, me servir pour aller faire une formation d'une épistémologie opposée, pour pouvoir confronter justement des points de vue, des idées, etc. Mais tu sais d'où tu parles, tu sais ce qui se passe, quoi, voyez. Et puis encore une fois, le petit bonus entre guillemets sur la partie business, c'est que quand ton épistémologie elle est pas claire, tu ne sais pas vraiment ce qui te distingue sur le marché de l'accompagnement, qui en plus est ultra saturé, on le sait bien. Alors que quand tu as une épistémologie qui est claire et qui est assumée, en plus tu es identifiable, tu es crédible. Il y a des gens qui vont pas être d'accord avec toi, certes, mais de toute façon, est-ce que tu es la bonne personne pour les accompagner? Pas vraiment. Donc on s'en fout. Tu es identifiable, tu es différencié, t'as pas besoin d'en faire des tonnes et des tonnes et des tonnes de stratégies de personal branding ou je ne sais quoi. Tu assumes une épistémologie, elle est claire. Les gens, ça leur parle, potentiellement vous travaillerez ensemble, ça leur parle pas, et bien de toute façon, comme on disait, c'est que tu étais probablement pas la meilleure personne pour les accompagner de toute façon. Donc voilà, comme je disais tout à l'heure, c'est pas sujet d'avoir des grands débats d'idées, l'épistémologie, c'est pas ça, même si au demeurant c'est très agréable d'avoir des grands débats d'idées, c'est que là concrètement, ça va avoir au bout de la chaîne, ça va changer tes séances, ça change ton message, ça change ta communication, ça change ta confiance aussi bien sûr, tes outils, bla bla bla. Ok, ce qu'on s'est dit 20 000 fois. Donc, pour qu'on conclue tranquillement cet épisode, j'espère que c'est plutôt clair cette histoire d'épistémologie. C'est vraiment très important. Je vais vous en parler dès le premier jour de la formation de niveau A, formation à la posture, là, apprendre à être accompagnant ou accompagnante pour celles et ceux qui nous rejoignent là très très prochainement, là pour la promo 10 qui attaque le 23 octobre. Si vous tournez en rond, je prends une dernière métaphore, si vous avez la sensation de tourner en rond, c'est peut-être parce que vous n'avez pas de carte en fait. Et que du coup vous n'avez pas de direction. Donc vu que vous n'avez pas d'informations sur vers où vous dirigez, ça tourne en rond. Ok. La formation, apprendre à être accompagnant ou accompagnante, elle vous donne une carte. Justement. En tout cas, c'est pas qu'elle vous donne une carte, mais c'est qu'elle vous aide à construire votre carte, en fait, pour que justement vous arrêtiez de tourner en rond. Okay. Le but, c'est pas d'avoir, avec cette formation, d'avoir une méthode clé en main, c'est pas vraiment ce qui m'intéresse, c'est d'avoir un espace d'analyse, de mise en perspective, de clarification, et puis bien sûr d'apprendre aussi des choses, bien entendu, pratico-pratiques, bien entendu. Mais voilà, l'idée c'est dans cette formation, on veut pas être dans la méthodologie prête à penser, etc. Parce que le but, comme je viens de l'expliquer pendant je sais pas depuis combien de temps je parle, c'est pas d'avoir un énième outil. On verra des outils dans la formation pour que vous puissiez compléter votre boîte à outils si vous voulez. Mais le but de la formation, c'est la posture. Je l'ai déjà dit 20 000 fois. Les outils sur la posture, ça sert à rien. Même vos outils formidables de communication non violente, qui est un outil que j'adore, c'est un outil. Sans la posture, il sert à rien. Et ta communication non violente, sans posture, elle peut devenir ultra violente. Si tu accompagnes, comme moi, des femmes au quotidien, et que du coup, tu as très souvent dans tes séances les thématiques de charge domestique, charge émotionnelle, charge contraceptive, etc. Et charge mentale, bien sûr. Est-ce que franchement, est-ce que vous pensez vraiment que son problème va être résolu par la communication non violente? Donc petit 1, non. Petit 2, est-ce que ça ne devient pas extrêmement violent de lui dire « Ah mais en fait il suffit de formuler ça de manière communication non violente à ton conjoint ou à ton mari ?» Parce que, je vous le dis d'avance, ça va pas marcher et ça va devenir violent parce que elle va se dire que vous savez, puisque vous avez vos outils, machin, et que donc si ça ne marche pas, elle va culpabiliser, elle va se retourner contre elle, elle va dire que c'est elle qui arrive pas, ou que c'est son couple qui est mal fichu ou je ne sais quoi. Alors que, non, c'est pas ça le problème, c'est que tu peux mettre l'outil le plus formidable que tu es, le problème il va pas être résolu par un outil. Donc vraiment, le but de cette formation, apprendre à être accompagnant ou accompagnante en ce qui concerne les questions épistémologiques, justement, c'est de vous accompagner à descendre à la racine, creuser ce rapport au monde. On clarifie tout ce qui est déjà là, parce qu'il y a plein de choses qui sont déjà là, mais qui est diffus, mêlé, entremêlé et des fois contradictoire. Et donc ça va vous permettre de gagner en clarté, de repartir avec une vraie posture, pas une posture qui flotte dans les airs, pas une posture branding pour votre compte Instagram, mais une posture qui est pensée, qui est solide, qui est située, et ça vous permet de gagner en clarté, de gagner en confiance, et donc de gagner en légitimité.
L'idée, en plus surtout, comme j'ai déjà dit, sur un marché qui est vraiment saturé avec plein de coachs et de thérapeutes qui sont très éclectiques, si je pourrais dire ça comme ça, c'est vraiment une force d'avoir un message qui est clair parce que ça permet vraiment d'être crédible, d'être singulier ou singulière et d'être ancré. D'accord? Et c'est les trois mots-clés, hein, de toute façon, de cette formation, la clarté, la confiance et la légitimité. C'est quelque chose qui revient beaucoup dans les témoignages clients. Tu pourras aller voir, c'est dans la description, tu as le lien pour aller voir la page de la formation. C'est quelque chose qui revient souvent dans les témoignages clients, la question de la clarté, parce que justement, au fur et à mesure qu'on investigue tout ça, ça permet de se positionner d'un côté ou de l'autre, que vous soyez d'accord avec moi ou pas. Mon objectif dans cette formation n'est pas que vous soyez d'accord avec moi. Mon objectif dans cette formation, c'est que vous repartiez en étant des professionnels de l'accompagnement dignes de ce nom, c'est-à-dire qui sont sécurité, qui mettent leurs bénéficiaires en sécurité. C'est le minimum syndical. La sécurité, j'en ai déjà parlé 20 000 fois, elle dépend du cadre d'intervention. Et ce cadre d'intervention, c'est votre épistémologie qui permet de le définir et donc d'avoir des limites qui sont solides, établies, pour pouvoir vous mettre en sécurité, en rappeler au cadre s'il y a besoin, mettre vos bénéficiaires en sécurité. Ils savent où ils mettent les pieds dans votre accompagnement, ils sont en sécurité pendant l'accompagnement, ils savent avec quoi ils repartent, et comme ça tout le monde est assis, ancré et tranquille, du coup, hein, dans sa posture. On te met les liens dans la description vers la formation si tu veux aller voir à quoi elle ressemble et vers l'appel découverte. Qui est gratuit, qui est sans engagement bien entendu, si tu veux qu'on puisse échanger ensemble, voir si ça peut être fait pour toi ou pas, pour rejoindre cette promo 10 de la formation Apprendre à être accompagnant ou accompagnante. Partage cet épisode à des pros de l'accompagnement autour de toi si ça peut les intéresser, ou peut-être même pas pros de l'accompagnement d'ailleurs, ça peut intéresser plein d'autres personnes, et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao ciao.